Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Algérie et le Mali, une crise diplomatique aux multiples enjeux, c'est le thème de notre grand dialogue de ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Depuis la destruction d'un drone malien par l'armée algérienne, les relations entre Bamako et Alger sont fortement tendues. Fermeture réciproque des frontières, rappel des ambassadeurs et désormais une plainte est déposée devant la Cour internationale de justice par le Mali contre l'Algérie. Le différend a franchi la tribune de 80e Assemblée générale des Nations Unies où les deux pays ont étalé leurs désaccords. Alors, quelles peuvent être les conséquences de cette crise diplomatique? Comment désamorcer cette désescalade? Comment désamorcer cette escalade entre les deux pays voisins? Nous allons en débattre ce soir avec nos invités. Dr Hossein Ben Bamba, spécialiste en relations internationales, et Dr Amadou Touré, expert en médiation et gouvernance locale. Je suis Moussa Malé Sissoko à la présentation. Le Grand Dialogue. Chers invités, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, bienvenue. Docteur Amadou Touré, d'abord, pourquoi les relations entre le Mali et l'Algérie sont-elles à ce point détériorées? Merci. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'inattendu se produit. Compte tenu des relations séculaires historiques qui existent entre le Mali et l'Algérie, avec la destruction du drone malien, c'était vraiment une surprise inattendue. Et aussi de la réaction algérienne, la réaction malienne au niveau de l'Assemblée 80e anniversaire des Nations Unies. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire parce que la réaction algérienne, la posture algérienne, qui était pour moi une posture paternaliste, qui voudrait à tous les coups s'impliquer dans la gestion malienne, qui est contraire au nationalisme, qui veut que les problèmes maliens se gèrent de façon endogène. Donc il y a deux visions, une vision nationaliste et une vision paternaliste qui s'opposent. Donc forcément, il y a ce qu'on appelle un conflit d'intérêts, un conflit géopolitique et géostratégique. À noter bien que l'influence algérienne l'Algérie joue son influence dans la sous-région. Parce qu'il est bon de constater que récemment, avec la nouvelle orientation diplomatique de notre pays, avec l'influence russe, et que le Mali tournerait plutôt vers la Russie que l'Algérie. Donc ce qui va certainement déplaire à l'Algérie. Et avec la dénonciation de l'accord d'Alger, donc l'Algérie n'a plus d'influence dans la sous-région. Donc ceci pourrait montrer que l'Algérie est dans une posture où elle ne voulait pas que son influence sous-régionale se stoppe comme ça. Et aussi, il est fort probable qu'avec la montée en puissance de l'armée malienne, jusqu'à la frontière malienne entre Tinzaouaten, côté Mali, non Tinzaouaten, côté algérienne. Donc ceci, c'est des postures qui certainement pourraient mettre l'Algérie dans une autre. Mais pour moi, ce qui arrive, c'est que c'est une incompréhension qui serait exploitée par les ennemis de la paix. Parce qu'on n'a pas des ennemis de la paix. Certains qui veulent déstabiliser l'Algérie comme le Mali pourront utiliser cette tension et qui sont en train, au lieu d'aider les deux pays à s'entendre, sont en train d'amplifier. Qu'est-ce qu'on constate? Nous allons rentrer dans les débats parce que qu'est-ce qu'on constate? Pour que ça arrive jusqu'à ce niveau, parce qu'on n'a pas vu des personnes ou bien des médiateurs ou des personnes externes pour souffler dans la voie du dialogue, dans la voie de la... Nous allons en parler tout à l'heure. Docteur Hossein Ben Bamba, est-ce que vous partagez ce point de vue? Selon vous, qu'est-ce qui a compliqué cette situation? Merci bien de me passer la parole. Ce que le docteur Touré a dit est très, très, très clair. Vous allez constater que depuis 3 ans, 2 ans, le Mali, qui n'avait pas cette influence sur l'entièreté de son territoire, a commencé à prendre de l'ampleur. L'armée monte en puissance, comme il l'a dit. Et nous constatons effectivement que cette zone que nous partageons, qui fait près de 1300 km entre l'Algérie et le Mali n'avait pas tout ce contrôle-là. Mais maintenant qu'on constate qu'il y a une implication effective de l'armée malienne jusqu'à cette zone-là, l'Algérie, qui voit sa puissance diminuer, va poser d'autres actes qui vont, n'est-ce pas, irriter le Mali et ça va s'envenimer. Et il a dit quelque chose de très intéressant. On n'a pas vu depuis que cela a commencé, depuis la décision du drone,
une médiation sous-régionale. On n'en a pas entendu parler. Personne n'en a parlé. C'est resté comme ça. Les deux pays se sont lancés des flèches. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes allés jusqu'aux Nations Unies. On a laissé lancer encore des flèches là-bas et on attend de voir ce que ça va devenir après. D'accord. Voilà. Est-ce que selon vous, M. Bamba, est-ce que la fin de l'accord déclaré par les autorités maliennes, un accord qui était, dont la médiation était assurée par l'Algérie, est-ce que c'est un facteur aggravant de la situation? Oui, quand vous lisez même l'accord, il y a cette question frontalière qui s'y trouve et qui n'arrangeait pas l'Algérie en tout point de vue. Et donc, le fait de dénoncer cet accord, cela va venir maintenant diminuer la puissance de l'Algérie par rapport à sa suprématie qu'elle avait toujours sur cette partie de l'Afrique. Et donc, c'est un élément très important qui, n'est-ce pas, a aggravé la situation. Pourtant, Dr Touré, l'Algérie était en quelque sorte le garant de cet accord parce que c'était chef de file de la médiation. Alors, le fait de mettre fin à cet accord, est-ce que c'est un facteur aussi qui a déclenché cette crise? Oui, c'est un facteur parce que qu'est-ce qu'on a constaté avec l'accord? L'Algérie continue toujours, selon les autorités maliennes, à jouer un rôle de paternalisme. C'est-à-dire que l'Algérie parle au nom du Mali à travers l'accord. Donc l'accord servait plutôt à une opportunité pour l'Algérie de s'ingérer dans les affaires maliennes. Or, de la vue des autorités maliennes, l'accord devrait servir à stabiliser, à la cohésion sociale, non permettre à un autre pays, dans un pays souverain, un pays nationaliste, de s'ingérer. Donc mettre fin à l'accord pourrait irriter l'Algérie parce que mettre fin à l'accord, c'est, selon toutes les autorités maliennes, à mon analyse propre, c'est que l'accord contenait des germes de velléité et d'autonomie pour les régions du Nord. Depuis le pacte national, qu'est-ce qui s'est passé? C'est des régions qui veulent une autonomie, une démilitarisation du Nord. Donc ce qui est contraire à un pays souverain, à un pays qui s'acquiert à une restauration de l'autorité de l'État. Donc je n'ai jamais vu dans un pays où l'autorité de l'État accepte de se démilitariser et de se retirer. Donc oui. Est-ce à dire que cet accord a été signé au moment où les autorités n'étaient pas d'accord avec le contenu, oui, puisque le Mali a signé, les groupes armés sont partis signataires? De l'expérience de la médiation et des cours acquis, je pourrais dire que tout simplement, on a signé un accord armé. Il fallait signer un accord désarmé. Donc on ne devait pas signer un accord tant que les groupes n'étaient pas désarmés. Donc les groupes étaient armés, on a signé l'accord. Le processus de désarmement des 3 mois où tout le monde devrait être cantonné n'a pas été respecté, même dans le processus d'intégration. Donc c'est pour dire que le Mali a été piégé par sa bonne volonté. Et l'Algérie étant le pilier, comme les Nations Unies l'ont donné, l'Algérie était comme un moyen pour garantir l'accord, n'a pas su influencer les groupes armés à désarmer. Donc ce qui a donné plus de puissance aux groupes armés. Au lieu de se désarmer, ces groupes armés s'auto-arment et se développent, s'installent au profit des ressources naturelles qui se trouveraient entre l'Algérie et le Mali, que le Mali ne contrôle pas. Donc en plus de l'extension de l'autorité de l'État, la dénonciation de l'accord, le contrôle des ressources naturelles, ce qui certainement ne va pas plaire aux groupes armés, et notamment à l'Algérie, parce que l'Algérie, une armée puissante malienne à ses frontières, n'est pas du tout acceptable, parce que depuis l'indépendance en nos jours, c'est l'Algérie qui contrôlerait toute cette zone. Donc c'est comme on dit, c'est une triste réalité, mais c'est la gestion des ressources naturelles, l'entièreté, le contrôle de notre territoire, et qui pourrait certainement ne pas plaire du côté algérien. Docteur Hossein Bamba, est-ce que c'est à travers, parce que les autorités maliennes, on a l'impression de comprendre par là que c'est à travers l'accord que les autorités maliennes dénoncent une ingérence de l'Algérie dans les affaires internes du pays. Alors, quelle lecture faites-vous de cela? En son temps, nous, on avait statué sur cette affaire. Il y avait un aspect important qui avait été omis dans l'accord. On avait dit qu'il fallait une patrouille mixte avec l'Algérie, l'armée algérienne et l'armée malienne pour contrôler cette partie de 1300 km. Cela n'avait pas été accepté par la partie algérienne. On avait cherché à comprendre pourquoi. C'était dans l'accord? Non, ça avait été omis. Parce que, comme dit le docteur Touré, il avait été clairement dit qu'il fallait désarmer d'abord les groupes armés qui n'étaient pas légitimement et légalement constitués avant de passer à l'application de l'accord, ce qui n'a pas été fait.
Et le Mali, comme on l'a dit, à un moment donné, s'est vu refuser la tête, que vous vous rappelez très bien. On devait avoir, n'est-ce pas, le contrôle, n'est-ce pas, de l'application de tous les éléments de l'accord sur cette partie. L'Algérie n'avait jamais accepté cela. Et c'est resté en suspens. Personne n'en a parlé. Les forces étrangères qui étaient là n'en ont pas fait cas. Et donc le Mali aujourd'hui se sent obligé de prendre ses propres responsabilités et de vouloir imposer sur son territoire, n'est-ce pas, la souveraineté tout entière, ce qui ne sera pas facile, parce que c'est l'Algérie qui a toujours contrôlé cette partie du Sahel. Aujourd'hui, l'enjeu est assez très grand. Ce n'est pas seulement la sécurité au Mali, c'est tout le Sahel qui est concerné. D'accord, c'est-à-dire? Oui, c'est dire qu'aujourd'hui, avec les États de l'AES, on ne va plus accepter qu'au moins l'Algérie qui voulait avoir une suprématie sur un seul territoire puisse contrôler les 3 territoires. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se met ensemble pour dire non et non. Et c'est ce refus-là qui n'est pas accepté jusqu'à présent. D'accord. Voilà. Et pourtant, d'un revers de main, les autorités algériennes rejettent ces accusations en disant que l'Algérie ne fait pas cas d'ingérence au Mali. Oui, dans ce cas, quand il y a eu l'incident, que faire? Quand vous dites que c'est vous qui êtes, vous avez l'esprit paternaliste, vous voulez forcément tout contrôler. Quand il y a eu un incident, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez l'appareil diplomatique en place. Vous dites attention, et lui donne la question, essayons d'expliquer ce qui s'est passé, et puis on passe à autre chose. Mais cette situation, je pense bien a été favorable à l'Algérie, et il y en a s'est servi de ça pour encore renforcer davantage sa présence au niveau de la frontière, et mettait en mal les relations économiques avec le Mali. D'accord, docteur Bamba, à la tribune de l'ONU, à la 80e Assemblée générale des Nations Unies, les passes d'armes entre les autorités algériennes et maliennes ont été vives. Alors, comment interprétez-vous cet état de fait? Oui, c'est ce qui était un peu à déplorer, mais il fallait aussi montrer que nous sommes dans une lancée souverainiste aussi. Parce que quand très longtemps, cette situation a été très mal vue par les Algériens. Ils n'ont pas fait cas. Nous nous sommes toujours confiés à l'Algérie, quand vous venez l'histoire du Mali et de l'Algérie. Et quand il y a une situation pareille qui fait, vous qui dites que c'est vous qui avez été choisi pour les accords de 2015, vous devez savoir qu'en ce moment-là, vous êtes dans une posture de souveraineté, une posture supérieure par rapport à certaines choses. Nous arrivons aux Nations Unies. Nous exprimons ce que nous ressentons. C'est ce que nous vivons que nous avons dit. Maintenant, quitte à eux d'apprécier la situation, mais imaginez un peu que nous allions à cette tribune-là et que nous disions, nous décrions sans dire exactement ce que nous ressentons. C'est une frustration. Est-ce que vous voyez un peu? Si cette frustration n'est pas exposée, comment est-ce que vous voulez que les gens nous prennent au sérieux? À supposer que le Premier ministre se rende là-bas et puis en position de faiblesse. Je vous assure que le lendemain, ça allait être pire à la frontière. Donc c'est une réaction normale. Il fallait présenter, il fallait dire ce qu'on pense et attendre maintenant le retour pour voir. D'accord. Docteur Touré, comment expliquez-vous ce durcissement des tons à la tribune des Nations Unies? Bon, en réalité, moi je m'attendais parce que quand on est souverain, on s'assume. On s'assume en disant un franc-parler. Clairement, ce qui ne va pas, c'est 1 + 1 égale 2. L'Algérie n'a pas bien fait parce que abattre un drone aux frais de notre contribuable malien, c'est exagéré quand même parce l'Algérie pouvait appeler le Mali pour dire est-ce que ça c'est votre drone? Il ne faut pas que, donc, c'est comme le président l'avait dit à un moment donné, il y avait des drones ou des avions espions qui survolent notre territoire. Il a dit, on n'a pas abattu, on pouvait, mais on a choisi le dialogue. C'est pour dire que la posture algérienne est inacceptable dans un pays souverain. Il fallait que le Premier ministre dise clairement ce qui ne va pas et pourquoi l'Algérie a fait ceci et cela. Maintenant, la réaction algérienne qui m'a laissé un peu perplexe, au lieu de jouer à l'apaisement, vous avez vu le ton, donc c'est pour dire que tout prouverait à nous faire croire que cette tension, ces bruits sont en train d'être entretenus par d'autres puissances extérieures pour mettre de l'huile sur le feu. Donc, justement, M. Touré, ces tensions mettent-ils en péril la souveraineté et puis le contrôle au niveau des frontières? Non, le risque que Dieu nous en préserve, le risque est que le Mali ne va pas se laisser faire, l'Algérie aussi. Donc cela veut dire qu'il ne faut pas qu'on arrive à cela. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc ça pourrait, l'intangibilité de la souveraineté et des frontières est à respecter des deux côtés. Vous l'avez dit, on partage plus de 1000 et quelques kilomètres. Tout à fait. C'est-à-dire que moi, historiquement, nous sommes moi, je suis de Tombouctou. Donc depuis l'enfance, il y a l'Algérie, on se connaît quoi. Donc c'est pour dire qu'on est condamné, entre guillemets, une expression de la rue. L'Algérie ne va pas déménager, le Mali ne va pas. Donc on est condamné à s'entendre. À s'entendre sur quoi? Sur le respect, sur la confiance et sur l'intangibilité de la souveraineté et des frontières. Donc pour cela, ça va mettre en péril la sécurité parce que certains auraient déjà profité de cette tension
Comme on dit, l'ennemi de mon ennemi est ton ami. Donc certains sont en train de profiter de cette tension pour attiser l'instabilité, notamment Algérie, côté malien. Donc tout prouverait à croire que cette tension devient une opportunité, une aubaine pour déstabiliser non seulement le côté nord du Mali, comme le côté sud de l'Algérie. Donc il faudrait que les autorités algériennes comprennent que le Mali ne veut juste que le respect de sa souveraineté, le respect des zones d'intégrité territoriale. Alors, M. Bamba, quels sont les risques de cette escalade entre deux pays voisins? Oh, il faut analyser ça sur plusieurs aspects. Hein. C'est comme l'a dit le Dr Touré, ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable de voir deux États en conflit parce que, surtout que nous, les deux pays vont en position de faiblesse parce que la Cour pénale internationale, comme on va en parler, est fragile dans cette histoire parce que nous qui avons signé le traité de Rome en 2000, qui a institué la CPI, nous venons de nous retirer. L'Algérie qui n'a jamais reconnu la compétence de la CPI. Il faut éviter ces tensions parce que n'oubliez pas que le Mali et l'Algérie ont toujours entretenu, n'est-ce pas, une relation économique très dense en matière d'hydrocarbures. L'Algérie est un poids pour le Mali en matière de l'exploitation du coton et du textile. Le Mali est un poids pour l'Algérie. Donc, comme on l'a toujours souligné, les deux pays ont intérêt vraiment à baisser les tensions. Essayer de mettre en place des patrouilles mixtes pour contrôler, n'est-ce pas, toutes ces situations-là et puis surtout miser sur la diplomatie. C'est important. C'est l'implication surtout des deux chefs d'État. D'accord. Voilà. Ce désaccord-là ou cette crise-là profite à qui? Les groupes armés à l'ennemi. D'autres ennemis? À l'ennemi. Moi, j'ai toujours posé la question un peu aux étudiants. J'ai dit, mais qui arme ceux qui nous attaquent? C'est une question à laquelle personne ne répond jusqu'à présent. Et tous les jours, il y a des attaques, mais qui arme ces gens-là? Et donc, vous avez vu récemment la visite du président nigérien ici. Le contenu, c'est Dieu seul qui sait. Mais je sais que la question a tourné autour de ça. Nous sommes trois pays, déjà, nous voulons nous mettre ensemble pour combattre un ennemi en commun. Il ne faut pas encore permettre à un État qui peut servir de base arrière, entre griffes, de se mêler de cette situation. Donc on a intérêt vraiment à taire les velléités qui nous poursuivent jusqu'à présent. D'accord. Ça ne nous profite pas. Docteur Touré, comment expliquez-vous le refus d'Algérie de répondre à cette plainte déposée par le Mali à la Cour internationale de la justice? Bon, il y a une première lecture, ce qui pourrait donner raison au Mali. Parce que quand l'Algérie refuse de comparer ou refuse d'accepter que la Cour internationale de justice s'implique, ça prouverait que les autorités maliennes ont raison parce que les preuves maliennes sont déjà disponibles. Donc, deuxième lecture, l'Algérie pourrait refuser pour que cette situation tourne en rond, pour ne pas donner suite, que cette situation tourne en rond et ça va faire de telle sorte que ça va irriter les autorités maliennes et ça va envenimer la situation. Et la troisième lecture possible qui n'est pas évidente, c'est que l'Algérie ne voulait pas forcément faire le jeu du Mali, aller avec le Mali à la Cour en confrontation directe, même si elle aurait disposé de certaines preuves, mais elle préfère ne pas aller. Donc, mais la première lecture qui est la plus possible, c'est que le Mali quand même a joué la carte de la bonne foi, la carte de l'apaisement, pour qu'une médiation externe ou bien une Cour internationale de justice pourrait jouer son rôle pour calmer la situation et maintenir la cohésion sociale. Tel n'est pas le cas du côté algérien. Monsieur Bamba, y a-t-il un moyen de contraindre une partie à venir répondre aux accusations à la Cour internationale de justice? Parlons d'abord du plan de droit. Si vous ne reconnaissez pas une Cour, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, vous présenter devant cette Cour. L'Algérie n'a jamais reconnu, n'est-ce pas, la CPI. Parce que comme le docteur Touré l'a dit tout à l'heure, il y a ces éléments-là enfouis à l'extérieur pour dire, si je reconnais cette juridiction-là et que je commets ce genre de faute, je serai poursuivi devant la Cour pénale internationale. Mais comme j'ai toujours cette volonté manifeste de ne pas toujours répondre de mes actes, je vais me cacher derrière ces artifices juridiques-là pour dire, je ne te reconnais pas, pour me juger, et je vais toujours commettre des actions. Voyez-vous, le Mali aujourd'hui a porté plainte pour dire, voilà, si vous dites que vous avez raison par rapport à la situation, venez qu'on en débatte devant une structure neutre. Et si vous refusez, ça veut dire, ça en dit long. Parce que vous voyez un peu. Donc, comme on l'a dit, le Mali a toujours privilégié le dialogue et nous exhortons, n'est-ce pas, le Mali a toujours continué sur cette voie-là. Parce que ça ne nous arrange pas.
d'avoir toujours des rapports malaisés avec nos voisins. D'accord, justement, le recours au dialogue ou à une médiation régionale est une alternative aujourd'hui? Même nous-mêmes, sans forcément une médiation de l'Union africaine, même au sein de l'AES simplement. Une commission au sein de l'AES qui se met en place. On dit, bon, écoutez, on a souffert de tout ça et on souffre déjà, les populations souffrent. On n'a pas besoin d'aller chercher une autre médiation à l'extérieur. On se met ensemble, les 3 chefs d'État de l'AES se mettent ensemble pour mettre des commissions mixtes. Alors, il y a composé des politiques, des diplomates et des militaires. Et ensemble, on entame le dialogue. Vous allez voir que ça va se résoudre. Parce que vous avez vu, chaque fois qu'on a recours aux gens à l'extérieur, que de nous aider, ils nous apportent encore, n'est-ce pas, des éléments fâcheux qui enveniment nos relations avec le voisin. Le voisin, c'est la même famille. Qui connaît bien Gao, qui connaît l'histoire de l'Algérie, sait que Gao a toujours été une base arrière pour Bouteflika. Donc, tenant compte de ces relations multiséculaires, on n'a pas forcément besoin d'aide extérieure. Nous-mêmes, avec la société civile, avec les politiques, avec les militaires, avec la diplomatie, ou soit même les 2 chefs d'État peuvent se mettre ensemble et puis lever ça rapidement. D'accord. Voilà. Monsieur Touré, il a parlé du Niger. Est-ce que la visite du président Tchani au Mali s'inscrit dans ce cadre-là pour rapprocher les 2 parties? Cette visite, comme son nom l'indique, c'est une mission d'urgence. Ça pourrait faire partie, compte tenu de l'urgence, compte tenu de la situation même au sein de l'AES et de ce qui se passe, cette médiation pourrait venir du Niger. Parce que moi, je suis confiant qu'au lieu d'aller loin, comme l'émission l'indique, il faut le dialogue. Il faut que les gens dialoguent un dialogue franc entre le Mali et le Niger avec l'Algérie. Parce que compte tenu des relations de bonne collaboration avec le Niger et l'Algérie, j'ose espérer que le Niger pourrait s'intéresser. À défaut du Niger, on peut avoir le Togo, mais il ne faut pas aller loin. Parce que la médiation internationale, je vois souvent, je taquine les gens, me disent est-ce qu'on va avoir un sommet à Moscou ou bien à Washington avec Trump ou bien Poutine. J'ai dit c'est possible. Mais moi, je préfère un sommet à Lomé ou bien à Niamey pour qu'on puisse, ou bien à Ouaga. C'est possible. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut le préalable. Le préalable, c'est quoi? Il faut un dialogue franc, discuter, reconnaître les torts, reconnaître qu'on est obligé de s'entendre, reconnaître quoi? L'intangibilité des frontières, reconnaître quoi? Que la médiation doit aider, non, la médiation ne doit pas servir pour servir des intérêts extérieurs. Reconnaître quoi? Que la lutte contre le terrorisme, on est obligé de s'entendre ou on donne la porte ouverte au terrorisme. Parce que qu'est-ce qu'on constate? Au lieu que les gens nous aident, les gens profitent de cette situation pour réarmer, pour s'organiser et faire beaucoup de campagnes médiatiques pour attiser le feu. Certains même sont allés dire, bon, est-ce que... Donc c'est pour dire que vraiment faisons balle à terre, parce que comme je l'ai toujours dit, en matière de gestion ou de relations internationales, il ne faut pas privilégier la passion, il faut la raison. Il faut que les gens sachent les raisons garder. Parce que comme on dit, on est obligé de s'entendre pour nous et pour les générations à venir. Ok, M. Bamba, est-ce qu'il existe un mécanisme de règlement différent au niveau du droit international? Oui, d'abord, on va, comme vous l'avez dit, on était au 100e anniversaire des Nations Unies. Et dans les différentes chartes, surtout à l'article 2, au paragraphe 3, c'est toujours le dialogue qui est privilégié, toujours le dialogue. Même s'il y a une différence. Même s'il y a une différence, quel que soit, parce que l'objectif premier des Nations Unies, c'est d'abord l'entente, la paix, la conciliation de la paix dans le monde. Donc, quand 2 pays qui sont d'ailleurs des pays frontaliers, on connaît des différends, c'est très sensible. Et donc, sur le plan droit, il est d'abord conseillé qu'on épuise d'abord tous les mécanismes, tous les outils relatifs maintenant au dialogue, à la conciliation de la paix, aux concertations, aux différentes rencontres, pour pouvoir mener à bien, surtout comme il a dit, dialogue, réconciliation et vérité, surtout vérité. Qu'on mette sur la table, n'est-ce pas, sans passion, avec beaucoup de sérénité, avec beaucoup d'observation, les acquis des uns et des autres, les torts des uns et des autres. Et en fonction de ça, on va tirer le meilleur de tout ça et puis aller de l'avant. Maintenant, quand on arrive à la Cour pénale internationale, il y a d'abord la question de la reconnaissance. Est-ce qu'on est buté par ça? Quand on ne reconnaît pas une Cour, la Cour ne peut pas du tout censurer. Vous avez vu aux Nations Unies, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas eu de réaction. Ils se sont concentrés des notes d'acceptation, on a écouté, on a observé, on va vous revenir. Tout ça, c'est pour vous inviter à venir, n'est-ce pas, vous conformer aux résolutions des Nations Unies. D'accord. Docteur Touré, est-ce qu'il existe concrètement des pistes, des solutions pour calmer cette tension? Oui, les pistes existent s'il y a la volonté. Comme je l'ai dit, les problèmes se gèrent sur terre. Parce qu'on a les capacités, les chefs religieux, les populations simples. Parce que quand tu vois Gao, Kidal, Todeni, Tombouctou,
il y a des familles algériennes, maliennes. Donc c'est pour dire qu'il y a des personnes ressources, notamment nous avons, s'il y a la volonté politique, et reprendre les mécanismes diplomatiques et les canaux bilatéraux. Et les pistes existent parce que, on l'a dit, entre la dent et la langue, souvent, il peut y avoir un bruit, mais forcément, la cohabitation est nécessaire. Surtout sur le plan sécuritaire. La lutte contre le terrorisme nous obligerait à se consulter, à s'entendre, et à remettre les mécanismes qui existaient déjà, les mécanismes d'échange, de coopération entre le Mali et l'Algérie pouvaient être réactivés, mais cette fois-ci de façon sincère. Et aussi, il y a aussi ce qu'on appelle la question de la ville, de la localité de Tinzaouaten. Parce que Tinzaouaten, Algérie, Tinzaouaten, Mali, il n'y a pas moins de... C'est pour dire que les populations sont là. Il ne faut pas que ce conflit prenne en otage les populations. Il faudrait que les autorités algériennes comprennent que les données ont changé du côté Mali et que le Malien aussi comprenne que l'Algérie pouvait l'aider, mais qu'il faut que le Mali donne des aspects précis à l'Algérie pour que l'Algérie puisse l'aider. Il ne faut pas que l'Algérie aussi constate que ce qui était prévu et qu'elle pouvait faire auparavant n'est plus possible. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que les données ont changé, l'Algérie est souveraine, le Mali est souverain, dans une posture où toute ingérence est à exclure. Donc il faudrait que nous privilégions ces pistes. Je vous donne l'anecdote, il y a beaucoup de Maliens qui se trouveraient en Algérie. Ces personnes ressources aussi, au lieu d'attiser le feu, peuvent calmer les jeux parce qu'ils sont proches des autorités algériennes. Côté Mali aussi, il y a des Algériens qui sont au Mali, qui sont proches des autorités. Donc, c'est pour dire que dès qu'il y a la volonté, les chefs religieux, sur le plan politique, sur le plan régional, mais ce que je constate, c'est comme si cette tension arrange beaucoup de personnes. Personne ne dit mot, c'est ce qui est déplorable. D'accord. Monsieur Bamba, selon vous, quelles sont les pistes de solutions pour au moins apaiser les tensions? S'il y a un dialogue, par quel aspect ça doit commencer ou ça doit se reposer? D'abord, il faut commencer à passer d'une logique de confrontation à une logique de co-sécurité et d'intérêt partagé. Ça, il faut qu'on le sache déjà. Le docteur Touré l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, les données ont changé. Donc, chaque État souverain prend conscience de la réalité sur le terrain. Et cette localité qui nous divise doit être vue comme un pont entre les deux. Et comme il a dit quelque chose de très, très important, il faut une médiation urgente au sein des deux pays. De l'Union africaine ou l'AES? Moi, je pense, je ne veux pas l'Union africaine en fait, parce que qui mieux que nous connaît notre réalité, c'est nous-mêmes. Vous avez le président Tchani qui est là, vous avez le président burkinabé aussi qui est là, vous avez même le président Assimi qui parle peu. Et donc, voilà trois personnalités qui peuvent, n'est-ce pas, dans une volonté commune, hein, comme il a dit. Parce que vous voulez séparer des gens qui sont dans une posture querelle, il faut qu'il y ait une volonté manifeste de part et d'autre d'aller vers l'apaisement de la situation. Et si une partie qui a perdu des privilèges, entre griffes, qui pense que j'ai perdu des privilèges et je peux, n'est-ce pas, toujours imposer ma suprématie, ça ne va jamais marcher. Donc la diplomatie doit se mettre en place. Et puis les affaires étrangères sont là, les différents ministres sont là. Et ceux qui sont en train de se lancer des flèches, on peut demander aux uns et aux autres d'apporter des situations d'accalmie et que ces éléments-là, ces propos ne sont pas de nature à nous rassembler. Vous savez que ça fait peur depuis l'intervention des deux. Les gens ne sont pas tranquilles. Et nous, on a toujours dit, même quand cette situation perdure, il y a des personnes de ressources. Dans les deux pays. Dans les deux pays, des personnes de ressources. Des personnes influentes qui peuvent facilement rapprocher de part et d'autre. Que ce soit en Algérie, on a des Maliens et des Algériens qui sont là-bas depuis très longtemps, qui peuvent se rencontrer et commencer à trouver un début de solution. On a aussi sur le territoire malien des autorités algériennes et maliennes qui sont ici, qui peuvent se rencontrer et trouver une solution pour rapidement mettre en place, surtout, une commission mixte aux deux frontières. Parce que si nous ne nous mettons pas d'accord, l'ennemi qui est en face, qui est d'ailleurs soutenu par quelqu'un qui est dans l'ombre, va nous vaincre. Et ça, on n'en veut pas. D'accord. Voilà. Rapidement, docteur Touré, alors comment restaurer la confiance entre ces deux États sur fond de méfiance? Bon, restaurer, c'est possible. C'est possible parce qu'il faut, la volonté, comme je dis, la volonté politique. Il faudrait le dialogue franc, il faudrait la reconnaissance de la souveraineté des frontières, rapidement, et puis mettre en place
une commission de bons offices. Non, comme on a, moi je suis sûr que les autorités, on connaît qui peut faire quoi dans les deux pays. C'est facile. Il faut de la volonté politique. La volonté de qui? La volonté, quand il y a de volonté politique, veut dire qu'il faut que les autorités algériennes acceptent qu'il faut aller vers l'apaisement. Du côté malien aussi, qu'on accepte qu'il faut aller vers l'apaisement. Et là, une personne qui pourrait faire les démarches, faire les allers-retours pour les réconcilier, les deux. D'accord. Alors, c'est ce qui met fin à ce numéro de Grand Dialogue de ce soir. Le thème, c'est l'Algérie-Mali, crise diplomatique aux multiples enjeux. Nos invités sont Dr Hossein Ben Bamba, il est spécialiste en relations internationales, et Dr Amadou Touré, expert en médiation internationale et de gouvernance locale. Merci pour votre aimable fidélité à nos programmes de Studio Tamani. La régie son et vidéo Gagné Kanté et Dinhom Diré. Merci d'avoir suivi cette émission.